Toi aussi, faut que tu remues, tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? On a le temps. Faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu? Regarde-les. Mais regarde-les. D'un bout du champ à l'autre, ils courent. Après quoi, je te le demande, hein? Crevés comme moi, ils sont le soir. Ils s'endorment fatigués, et ils se réveillent plus fatigués encore. Et ça continue. Et ça n'en finit pas de durer d'être pareil. Oh, il y a un moment. Je sais pas, moi, mais... Je sais bien que c'est pas ça, quoi. Dis donc, son chef. Paraît qu'on condamne des gars aux travaux forcés. Travaux forcés, je connais. Pourtant, j'ai rien fait, moi. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Et tu me rappelles quelqu'un. Dis donc, t'as déjà regardé une fleur de carotte? Eh, tiens, regarde ça. Ben, tu vois, c'est ça la vie. Tiens, je m'enroule une. Puis je vais me la faire moi-même. Puis je vais prendre le temps de me la faire. Puis je vais prendre le temps de me la fumer. Et puis je vais prendre le temps d'en profiter. Et puis je vais prendre le temps de faire. Bonjour Jean Salem. Bonjour. Lorsqu'on entend Philippe Noiret prendre le temps de se rouler une cigarette et prendre le temps de bâiller et finalement prendre le temps de profiter de la vie, est-ce qu'on est là dans l'épicurisme? Est-ce qu'on est là dans ce que prenait Épicure lui-même? Pourquoi pas, il n'y a C'est l'idée qu'on qu'une s'en vie fait, en tout cas. Et il s'agit d'en profiter. Tu ne passes ici qu'une fois. C'est à peu près une parole d'Épicure. Parce que c'est l'idée qu'on se fait de l'épicurisme, l'épicurisme comme étant cette doctrine qui prône la jouissance au quotidien, se faire laisser carpe diem, jouir Oui. du quotidien un jour après l'autre et ne pas tomber dans des soucis inutiles. Mais est-ce que quand on pense ça, dans quelle mesure c'est réducteur, dans quelle mesure est-ce fidèle à Épicure lui-même? L'idée d'un bon vivant qu'on peut se faire en pensant à l'épicurisme n'est pas du tout scandaleuse. De bon vivant à viveur, il n'y a qu'un pas. Alors là, on tomberait dans une interprétation un petit peu méchante, celle que les adversaires ont sans cesse évidemment essayé de promouvoir, en traitant les épicuriens de vieux barbons, de cochons et de pourceaux. C'est ironiquement que Horace dira quelque part qu'il se prélasse comme un pourceau du troupeau d'Épicure. Je dirais que, d'abord, j'ai essayé de distinguer, moi, dans un livre qui s'appelle « 5 variations sur la sagesse, le plaisir et la mort », 2 lignes d'hédonisme, et donner le plaisir en grec, 2 lignes de philosophie du plaisir. L'une que j'appellerais anacréontique, du vieux poète Anacréon, 6e siècle avant Jésus-Christ, qui est celle qui est reprise par Horace, justement déjà citée par les épicuriens prétendus de la Renaissance, qui conseillent le carpe diem, cueille le jour, c'est-à-dire tout de même, très souvent, je pense à Omar Khayyam aussi, dépêche-toi, cours-y vite, le plaisir ou le bonheur, pour l'épicurisme c'est d'ailleurs synonyme, je le dis entre parenthèses, il va filer, parce que nous serons vieux, nous serons morts bientôt, et mignonne, allons voir si la rose, etc. Plus tard, quand tu seras bien vieille, tu regretteras de ne pas avoir goûté au plaisir de la vie que je te propose, moi Ronsard. Alors ça, c'est tout de même un hédonisme mêlé d'angoisse de mort, un peu tendu, un peu stressé. L'hédonisme épicurien vous invite plutôt à l'apaisement. Il se présente comme une philosophie, comme une psychiatrie, comme une philosophie fébrifuge, antalgique, analgésique, qui veut calmer la douleur de l'homme ou de la femme d'une période de crise, très 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 comparable à la nôtre par bien des aspects. 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'écroulement de l'empire d'Alexandre dont les gens sont témoins, une sorte de catastroïka à la puissance 4. Et l'hédonisme épicurien, encore une fois, veut calmer l'âme humaine. Vous avez présenté Épicure comme étant une forme de médecin, c'est-à-dire quelqu'un qui a pour but, qui se donne pour but de s'occuper de la santé de l'âme.
Il faut l'entendre à différents registres, puisque la santé de l'âme, c'est à la fois la santé mentale, le bien-être de l'âme elle-même, le bien-être d'une forme de psychologie apaisée et sereine, mais également ça a des conséquences pratiques d'hygiène de vie, et c'est là où vous le disiez en début d'émission, où souvent se trouve le malentendu, puisqu'on a pu faire de l'épicurisme, au contraire, une doctrine de pourceau, où il faudrait se baffrer dans le plaisir, à trop vouloir le plaisir pour le plaisir, on s'y perdrait. Or, précisément, Épicure prône l'inverse, ce n'est pas du tout une quête du plaisir pour le plaisir, mais au contraire, un calcul devant mener à un équilibre entre le plaisir et la douleur. Jean Salem. Épicuroi dans la tradition hébraïque, ça signifie pas seulement épicurien, ou ça signifie épicurien, mais ça signifie au sens très large celui qui est impie en tant qu'il nie l'existence d'aucune providence. Il n'y a aucune puissance qui voit avant ce qui sera bien, ce qui sera utile pour les humains ou pour qui que ce soit. Il y a dans la philosophie épicurienne, à la différence de 1000 soupes déconnectées de la vraie vie, de la politique, du bonheur, dont on nous rebat beaucoup les oreilles aujourd'hui, il y a un ensemble de thèses qui sont censément démontrées par les épicuriens, qui parlent de la structure de notre univers et qu'il est nécessaire de connaître pour être heureux. L'essentiel étant l'art de vivre heureux. Encore une fois, dans une sorte d'époque de fin du monde où l'essentiel, encore une fois, est de constituer un sage qui, d'une certaine façon, doit être blindé. Car tout peut arriver, comme, encore une fois, dans notre monde déchiré par 60 guerres ouvertes. J'entends souvent sur les antennes des gens apparemment bien informés qui disent que la France n'est pas en guerre. Enfin, on vit dans une époque surréelle, tout le monde le sait. Nous devons être engagés dans 5 ou 6 guerres. Les Grecs de l'époque d'Épicure n'ont pas des journalistes qui traitent l'information de cette façon-là, et ils savent que tout s'est écroulé. L'empire éphémère d'Alexandre, qui a été un empire mondial, est désormais disloqué, et dans le monde entier, des généraux se disputent des morceaux de cet empire, qui sont la Perse, qui sont la Grèce, dans la Grèce c'est Athènes, qui sont l'Égypte, etc. Alors, ces thèses, ce sont l'univers est infini. Il y a un nombre infini de mondes dans l'univers infini. Notre monde est né par agrégation d'atomes, car tout est fait d'atomes et de vide, et il se disloquera, il se dissociera par désagrégation de ces atomes un jour, comme tous les autres mondes. Le vide existe. Toutes ces thèses sont totalement hétérodoxes, fantaisistes, moquées par tous ceux d'en face. J'allais dire, entre autres, Platon. Épicure est né 6 ans après la mort de Platon, mais Platon avait déjà un ennemi du style d'Épicure qui s'appelle Démocrite. Il ne le nomme jamais, mais Démocrite est le père de l'atomisme, comme vous savez. 5e thèse, assez extraordinaire, un peu superflue à nos yeux d'ailleurs d'une certaine façon. Il y a des dieux, mais ces dieux sont faits d'atomes, ce sont les plus beaux produits du hasard et ils ne s'occupent absolument pas de notre monde. D'ailleurs, ils vivent en dehors de notre monde, ils vivent dans les intermondes. Notre âme est de nature matérielle, elle est située dans la poitrine, du point de vue scientifique, c'est pas très sexy ni très moderne. D'autres, comme Platon ou Démocrite, la situaient dans le cerveau. La mort est comparable à un sommeil éternel, et le plaisir est le souverain bien. Alors, vous présentez cette thèse-là de manière assez naturelle. Vous êtes armé pour commencer à essayer d'être heureux. Oui, et surtout, ces thèses-là, là, vous venez d'en faire une liste de manière assez naturelle, voilà ce qu'ils pensent, mais il faut quand même montrer à quel point ces thèses-là s'opposent en tout point à ce que les philosophes avant lui et les philosophes contemporains exprimaient quant à l'univers, quant au rapport de l'âme et du corps, quant à l'absence d'un moteur premier pour expliquer le mouvement. Dans tous ces points-là, ils proposent des doctrines qui sont scandaleuses à l'époque. Hyper moderne, encore incroyable au XVIIe siècle pour ce qui est par exemple de l'existence du vide. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que la physique dise que le vide, oui, ça existe. Et alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, tout plaisir est un bien, c'est en cela qu'il y a de la dynamique théorique et de la dynamite théorique dans cette doctrine. Tout plaisir est un bien, toute douleur est un mal. De ce point de vue, les adversaires ont raison de s'offusquer et d'être effrayés, parce que pour tous les Platons et tous les religieux, vous avez certains plaisirs matinés de douleur, mais les douleurs, un petit peu plaisir, pas vraiment nobles, mais nobles quand même. Quelques-uns d'entre eux, chez Platon, quelques plaisirs de l'odorat arrivent vaguement au stade des plaisirs
pas pur, mais prenable. Tout plaisir est un bien. Le sage est simplement celui qui calcule, qui sait qu'il y a un lendemain du plaisir et que certains plaisirs, les plaisirs ne pouvant se distinguer que par l'intensité et par la durée, certains plaisirs sont suivis de douleurs, soit intenses, soit très longues, et il va falloir, somme toute, les traiter comme si c'était des douleurs, c'est-à-dire les contourner. Maintenant, si vous voulez, on passe à la mort. Mais passons à la mort, comme c'est vous quand le même un sujet réjouissant. Mais c'est un dans ce saut qui n'est pas du tout absurde, parce que Comment je veux dire, c'est un saut qui n'est pas du tout absurde non. de passer à la mort, comme vous dites, puisque les textes que j'ai lus de la lettre à Ménécée découlent directement, ce qu'il affirme découle directement de ce que vous venez de dire. Simplement, il vous reste 2 minutes pour en parler, Jean Salem. Mais oui. Et mon mot passant qui prendra 10 secondes dit qu'il s'agit de la grande gâcheuse des joies de cette vie, la crainte de la mort. Pour les épicuriens... Oui, non pas la mort elle-même, la crainte de la mort. La crainte de la mort. La connaissance de ce que nous sommes mortels. On a ce handicap sur l'animal, comme vous savez, c'est qu'on sait que ça sera comme ça, et qu'on sait qu'on retourne au néant. C'est du moins comme ça qu'Épicure voit les choses. Alors, on peut dire que l'argument que vous avez lu, qu'Anatole France résume très joliment en disant « je suis ». Elle n'est pas la mort, elle est « je ne suis plus ». Cet argument, on peut comme Belle se plaindre de ce que finalement il nous prémunit contre la crainte des châtiments infernaux, mais il ne nous fait pas plaisir au sens où nous avons notre conatus, notre instinct de conservation, notre envie de persévérer dans l'être, et ce plaisir qu'est la vie, nous savons que ça va nous être retiré. Cela dit, en 30 secondes qui me restent, je dirais que pour bien comprendre ce texte, sans pénétrer, on peut dire qu'il y a une dimension utilitariste. C'est pas utile de penser à la mort. Que rendent des traductions, comme par exemple en italien de ce texte, Nulla è per noi la morte, ou en anglais, Death is nothing for us, la mort n'est rien pour nous. Autrement dit, c'est pas utile de s'encombrer avec cette affaire tant que nous sommes en vie. Il y a une dimension nominaliste au sens où certains traducteurs disent la mort n'est rien par rapport à nous. Craindre la mort, c'est craindre un mot. Et il y a une dimension que j'appellerais sensualiste aussi dans ce texte. Si on peut parler de sensualisme dans une philosophie qui dit que tout est fait d'atomes et de vide, or nous ne voyons jamais les atomes ni le vide, à savoir que tant que nous sommes en vie, nous n'en tâtons pas. Nous ne sommes pas du côté de la mort et par conséquent, nous n'avons pas de contact avec cette affaire. Penser à la mort, c'est penser une bonne fois que c'est penser le rien et c'est s'encombrer pour rien que de craindre la mort durant toute cette vie.